Chapitre 1, façade parfaite. Brian Randall, debout dans son bureau à domicile, examinait des plans d'architecture sous la lumière ambrée de sa lampe de bureau. À 42 ans, il possédait cette intensité tranquille, fruit de 20 ans passés dans le renseignement militaire avant de se reconvertir dans le secteur civil. Sa femme, Claudia, le qualifiait d'obsessionnel, mais Brian préférait que le détail compte. Ils avaient toujours des dîners prêts, annonça Claudia depuis le seuil de la porte, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré sa présence à la maison toute la journée. À 38 ans, elle conservait l'apparence d'une femme de 10 ans sa cadette grâce à un entretien rigoureux et une présentation soignée. Elena était déjà à table. Brian jeta un coup d'œil à sa fille de 16 ans par la fenêtre du bureau. Elena, assise dans la salle à manger, piochait sur son téléphone avec l'air distrait d'une adolescente. Elle avait les traits délicats de sa mère, mais le regard sombre et analytique de Brian. Contrairement à Claudia, Elena possédait une intelligence vive qui rappelait à Brian lui-même à cet âge. Harvey se joint à nous, ajouta Claudia en redressant un cadre photo déjà impeccable. Il voulait discuter des candidatures d'Elena à l'université. Le juge Harvey Ross, le père de Claudia. L'homme n'avait jamais été très sensible à Brian, le considérant comme inférieur à sa fille. Juge pendant 15 ans, Harvey maniait sa position comme une arme, rappelant à tous son importance. Brian avait appris à tolérer la condescendance de l'homme pour le bien de Claudia. La salle à manger respirait la perfection stérile qui caractérisait leur maison de Westchester. Verre en cristal, porcelaine importée et fleurs soigneusement disposées créaient une atmosphère plus propice à un magazine qu'à un dîner de famille. Brian remarqua que les mouvements de Claudia semblaient répétés. Chaque geste était calculé pour un effet maximal. Brian acquiesça sèchement Harvey en entrant, ses cheveux argentés impeccables et son costume coûteux. Je joue encore avec des plans. Je vois les contrats gouvernementaux, répondit Brian, de manière uniforme. Quelqu'un doit construire les infrastructures dont notre pays a besoin. Le sourire de Harvey était dépourvu de chaleur. Certes, même si je me demande parfois si Elena ne bénéficierait pas d'une exposition à des activités plus intellectuelles. Peut-être le droit. Suivant les traces de son grand-père, Elena leva les yeux de son téléphone en levant les yeux au ciel. Je veux faire des études d'ingénieur, grand-père. Comme papa. Ingénierie, répéta Harvey comme si le mot lui avait semblé amer. Comme c'est pratique. Claudia intervint rapidement. Elena, raconte à ton grand-père ton projet de concours scientifique. Tandis qu'Elena se lançait dans l'explication de son expérience de chimie primée, Brian observa la dynamique autour de la table. Harvey dominait les conversations avec ses anecdotes juridiques et sa sagesse judiciaire. Claudia l'écoutait avec une attention qui semblait excessive, même pour une fille dévouée. Elena répondit poliment, mais Brian perçut les légers roulements d'yeux et les sourires forcés. L'affaire Peterson était particulièrement satisfaisante. Harvey disait, certains pensent pouvoir déjouer le système, mais la justice triomphe toujours. Brian avait déjà entendu cette histoire. Harvey aimait raconter ses victoires judiciaires, en particulier celles impliquant des accusés qu'il avait sous-estimés. Le juge prenait un plaisir personnel à surprendre des gens qui se croyaient plus intelligents qu'ils ne l'étaient. En parlant de justice, poursuivit Harvey en fixant Brian du regard. J'ai réfléchi à votre habilitation de sécurité. Ce genre de choses peut être fragile. On ne sait jamais quand des relations passées pourraient se révéler problématiques. La menace était subtile, mais indéniable. Brian n'avait aucune relation problématique, mais la position de Harvey lui donnait de l'influence auprès des enquêteurs fédéraux. Le juge rappelait à Brian sa vulnérabilité. Le casier judiciaire de son père est impeccable. Elena intervint d'une voix sèche. Il a servi notre pays avec distinction. L'expression de Harvey s'adoucit lorsqu'il s'adressa à sa petite fille. Bien sûr, ma chère. Je voulais simplement dire que dans le climat actuel, même les citoyens exemplaires doivent être prudents. Après le dîner, Brian se retira dans son bureau tandis que Claudia raccompagnait son père à sa voiture. Par la fenêtre, il les regarda discuter à voix basse près de la Mercedes noire de Harvey. Leur langage corporel suggérait une intimité qui dépassait les interactions familiales normales. Claudia touchait fréquemment le bras de Harvey, et leurs têtes se penchaient l'une contre l'autre lorsqu'ils parlaient. La formation militaire de Brian lui avait appris à observer les schémas, à remarquer quand un comportement normal se transformait en quelque chose d'autre. Au cours des 6 derniers mois, il avait constaté une augmentation des conversations privées entre eux. Claudia et son père.
Des appels téléphoniques interrompus brutalement dès son entrée. Des réunions que Claudia prétendait concerner les affaires familiales, mais sans fournir de détails. Son ordinateur portable sonna avec un message crypté de son ancien collègue, Ian Campbell, qui travaillait désormais dans le renseignement privé à Washington. Les messages d'Ian contenaient généralement des mises à jour sur des contrats potentiels, mais celui-ci était différent. Un développement intéressant concernant votre beau-père. Le juge Ross a enquêté sur vos antécédents par des voies non officielles. Je pensais que vous devriez le savoir. Un café bientôt. Je vois. Brian fixa le message. Les pièces du puzzle se mirent en place. Harvey ne proférait pas de vaines menaces concernant les habilitations de sécurité. Il enquêtait activement sur Brian, cherchant un moyen de pression. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui avait changé pour que Harvey le considère comme une menace à neutraliser? Claudia revint, l'air artificiellement optimiste. Papa est tellement fier d'Elena. Il pense qu'elle a un réel potentiel pour les études de droit. Elle veut devenir ingénieure. Les plans changent. Harvey pourrait lui ouvrir des portes que l'ingénierie n'aurait jamais pu ouvrir. Brian étudia le visage de sa femme, remarquant sa prudence à éviter le contact visuel direct. Quoi? Des portes? Des opportunités, des relations, une vie meilleure, puis elle fit un geste vague autour de la pièce. Mieux que quoi? On a une belle vie, Claudia. Bien n'est pas génial, Brian. Elena mérite le génial. La conversation semblait écrite, comme si Claudia avait répété ses réponses. L'instinct de Brian, aiguisé par des années de travail dans le renseignement, lui criait que quelque chose d'important se tramait sous la surface de sa vie de famille apparemment parfaite. Plus tard. Leur épreuve plus forte et plus sage, tandis que ses tourmentateurs étaient confrontés à une prison fédérale et à une honte publique. La guerre était terminée et Brian Randall n'a jamais perdu une guerre. Chapitre 8. Le calcul. 6 mois après l'arrestation de Harvey, Brian se tenait dans son bureau repensé, maintenant débarrassé de l'équipement de surveillance et des matériaux de la salle de guerre. L'espace était revenu à son objectif initial, sa planification architecturale et ses contrats gouvernementaux. Mais l'homme qui l'a occupé avait été fondamentalement changé par la bataille pour la liberté de sa fille. Elena est entrée en portant des lettres d'acceptation du collège, son visage brillant de satisfaction de la justification. Le MIT, Stanford et Caltech avaient tous inversé leur refus une fois que ces accusations criminelles ont été rejetées, et l'histoire complète de son cadre est devenue publique. « Papa, regarde ça. » dit Elena, en tenant une lettre du doyen des admissions du MIT. Il m'offre une bourse complète et des excuses personnelles pour rejeter initialement ma demande sur la base d'accusations criminelles frauduleuses. Brian a examiné la lettre avec fierté. Elena, vous avez non seulement effacé votre nom, vous avez transformé l'opportunité de Harvey. Ça fait du bien de gagner, a admis Elena. Mais je continue de penser aux autres familles que Harvey a blessées au fil des ans. L'enquête du FBI avait en effet découvert un réseau de corruption couvrant toute la carrière judiciaire de Harvey. Des dizaines de défendeurs avaient été contraints de fausses confessions. Leurs cas ont été construits sur des preuves fabriquées et des témoignages parjurés. La poursuite par le juge de taux de condamnation parfait avait détruit d'innombrables vies innocentes. Le FBI estime que la corruption de Harvey a affecté plus de 200 cas. Brian a rapporté que la plupart de ces condamnations étaient annulées et que les victimes recevaient une indemnisation. Et Rodney Landry? Prison fédérale 25 ans pour l'espionnage industriel, le racket et le complot. Son réseau d'épouses entrepreneurs compromises a été complètement exposé. L'expression d'Elena est devenue sérieuse et le sort de la maman Claudia est resté une source de tension entre père et fille. Elena a lutté contre la colère envers sa mère tout en se sentant protectrice envers la femme qui l'avait élevée. Votre mère a témoigné contre Harvey et Landry en échange de l'immunité contre les poursuites, a expliqué Brian. Elle a affirmé qu'elle était manipulée plutôt que complice. La croyez-vous? Brian considérait attentivement sa réponse. Je crois que ta mère était faible et égoïste, mais pas forcément mauvaise. Elle a fait des choix qui ont aidé Harvey à presque détruire ta vie. Mais ces choix étaient plus le fruit de la lâcheté que de la malveillance. Lui as-tu parlé? Elle a sollicité des rendez-vous. J'ai décliné. Elena scruta le visage de son père, reconnaissant la détermination implacable qui l'avait sauvé de la prison fédérale. Tu ne vas pas lui pardonner, n'est-ce pas? Elena, le pardon implique que quelqu'un mérite une seconde chance après avoir trahi ta confiance.
ta mère a rapporté nos conversations privées à Harvey pendant des semaines. Elle a soutenu son plan pour te piéger plutôt que de me faire confiance pour protéger notre famille. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des révélations sur sa personnalité, mais elle avait peur. Harvey l'a menacée aussi. Avoir peur n'excuse pas le fait d'avoir contribué à détruire la vie de sa propre fille. Elena, ta mère avait le choix entre te protéger et se protéger elle-même. Elle s'est choisie. Elena a assimilé cette évaluation sévère du caractère de sa mère. Papa, parfois je pense que tu es trop dur avec les gens qui font des erreurs. Je suis aussi dur que la survie l'exige, répondit Brian. Elena, le peuple ceux qui ont tenté de vous détruire, Harvey, Landry, votre mère, comptaient tous sur mon pardon et ma compréhension. Ils pensaient que les liens familiaux m'empêcheraient de réagir avec la force nécessaire. Et ils avaient tort. Complètement tort. Je ne pardonne pas la trahison, Elena. Je ne donne pas de seconde chance à ceux qui menacent ma famille. Et je ne prétends pas que les bonnes intentions excusent les actes destructeurs. Elena comprenait la philosophie de son père, même si elle en remettait parfois en question la dureté. Et Noël, Thanksgiving, les réunions de famille. Tu peux avoir la relation que tu veux avec ta mère. Mais elle n'est pas la bienvenue chez nous, et elle ne fait pas partie de notre famille, à mon avis. La conversation fut interrompue par un coup frappé à la porte. Ian Campbell entra, l'expression sur son visage annonçant la nouvelle que Brian attendait. L'audience de détermination de la peine d'Harvey aura lieu la semaine prochaine. Ian a été condamné à 25 ans de prison par un juge fédéral pour corruption, complot et violation des droits civiques. Il mourra en prison. Elena ressentit un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. Harvey avait été son grand-père malgré ses tentatives de destruction. Sa vie. Une dernière tentative d'accord ou d'appel, demanda Brian. Aucune. Harvey est complètement isolé. Même ses anciens alliés prennent leur distance. L'homme qui pensait que sa position le rendait intouchable apprend ce que signifie l'impuissance. Brian hocha la tête avec une satisfaction sombre. Justice différée, mais pas refusée. Ian observa Elena attentivement. Comment gères-tu tout ça? Ça ne doit pas être facile de voir ta famille se déchirer. Elena réfléchit à la question. Ian, ma famille n'a pas été déchirée par ce que papa a fait à Harvey. Elle a été déchirée par ce que Harvey et maman m'ont fait. Papa a juste révélé les dommages qui étaient déjà là. C'est un point de vue mature pour quelqu'un de 17 ans. J'ai vite appris la maturité. Quand ton propre grand-père essaie de t'envoyer en prison fédérale, tu grandis vite. Après le départ d'Ian, Brian et Elena s'assirent ensemble dans un silence confortable, chacun ruminant le parcours qui les avait menés là. Papa, regrettes-tu parfois la fin des choses? La façon dont tu as détruit Harvey et exclu maman de nos vies. Brian soutint le regard de sa fille. Elena, je regrette qu'Harvey m'ait forcé à. Choisissez entre son confort et votre liberté. Je regrette que votre mère m'a forcé à choisir entre sa commodité et votre protection. Mais je ne regrette pas les choix que j'ai faits. Même si cela signifiait perdre votre femme et le grand-père d'Elena, je ne les ai pas perdus. Ils ont révélé qui ils étaient vraiment testés. Harvey a toujours été un narcissique corrompu. Votre mère était toujours faible et égoïste. La crise a simplement exposé leur vrai personnage. Elena acquiesça lentement. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais accepté la bonne affaire de plaidoyer. Vous seriez actuellement en détention fédérale avec un casier judiciaire qui aurait détruit votre avenir. Harvey serait toujours sur le banc en détruisant d'autres familles. Landry dirigerait toujours son réseau d'espionnage. Et votre mère rapporterait toujours nos conversations à des personnes qui voulaient nous blesser. Donc, riposter était la seule option. La riposte était la seule option qui a préservé la justice et protégé des innocents. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la vie qu'elle avait récupérée par le courage et la protection de son père. Papa, je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Je suis fier d'être ta fille. Je suis fier que, lorsque notre famille a été attaquée, tu aies choisi de te battre plutôt que de te rendre. Et je suis fier que tu n'aies jamais pardonné à ceux qui ont essayé de me faire du mal. Brian sentit sa gorge se serrer d'émotion. Elena, te voir affronter Harvey avec courage et intelligence a été le moment le plus fier de ma vie. Nous formons une bonne équipe, la meilleure. À l'approche du soir, Brian et Elena préparèrent le dîner ensemble.
Leur conversation aborda les projets universitaires et les objectifs d'avenir. La cuisine était paisible comme elle ne l'avait pas été depuis le début du complot d'Harvey. « Papa, veux-tu me rendre visite au MIT ? Dès que j'en aurai l'occasion, et tu seras bien ici toute seule. » Brian sourit à l'inquiétude de sa fille. « Elena, j'ai passé 20 ans dans le renseignement militaire et survécu à une guerre contre un juge fédéral corrompu. Je pense pouvoir gérer une maison vide. Souviens-toi juste que tu n'es pas seul. Tu m'as et tu as des amis comme Yann qui respectent ce que tu as fait. » Je me souviens de ce soir-là, alors que Brian examinait les plans d'architecture d'un nouveau bâtiment gouvernemental, son téléphone sécurisé a sonné. L'afficheur affichait le numéro d'Ian Campbell. Brian, intéressant. Développement. L'avocat de Claudia a appelé. Elle veut vous rencontrer pour discuter de la réconciliation. L'expression de Brian s'est durcie immédiatement. Dites à son avocat que je ne suis pas intéressé par la réconciliation avec quelqu'un qui a aidé à encadrer ma fille. Elle prétend qu'elle a des informations sur d'autres aspects du réseau de Harvey qui pourraient être utiles pour les enquêtes en cours. Ensuite, elle peut fournir ces informations au FBI. Je n'ai pas besoin de l'entendre d'elle. Yann fit une pause. Brian, tu es sûr? Parfois, les gens changent véritablement après avoir fait face aux conséquences de leurs actions. Yann, certaines trahisons sont permanentes. Claudia a choisi le programme de Harvey pour le bien-être d'Elena. Elle a choisi l'autopréservation de la protection familiale. Ses choix ont révélé son personnage d'une manière qui ne peut pas être inchangée. Compris. Je vais transmettre votre décision. Après avoir terminé l'appel, Brian a réfléchi sur le chemin qui l'avait amené à ce point. Il y a 1 an, il avait été un entrepreneur à succès avec une famille apparemment stable. Maintenant, il était un père célibataire dont la femme l'avait trahi et dont le beau-père avait tenté de détruire sa fille. Mais Elena était libre, assistant le collège de ses rêves et devenir une jeune femme remarquable. Harvey faisait face à la vie en prison pour ses crimes. Le réseau d'espionnage de Londres avait été démantelé et des dizaines de victimes innocentes recevaient justice après des années de corruption. Le coût avait été élevé, mais la victoire était terminée. Brian Randall n'avait jamais perdu de guerre et il a enseigné à ses ennemis le prix de menacer sa famille. Chapitre 9. Héritage de la guerre. 2 ans après la condamnation de Harvey, Brian s'est assis dans l'auditorium du MIT en regardant Elena prononcer son adresse valide à la promotion. À 19 ans, elle avait terminé son diplôme d'ingénierie en un temps record tout en témoignant devant le Congrès sur la corruption judiciaire et plaidant pour les droits de la victime. Mes collègues diplômés, Elena a parlé avec confiance et clarté. Nous entrons dans un monde où l'intégrité est souvent contestée par la commodité, où le courage est testé par le confort et où se tenir debout pour la justice signifie parfois se tenir seul. Brian était une immense fierté en regardant sa fille s'adresser à un public qui comprenait des responsables fédéraux, des chefs universitaires et des familles qui avaient voyagé du monde entier. La transformation d'Elena de l'adolescent victime en avocat national avait inspiré une génération de les jeunes sont confrontés à une injustice systémique. Certains d'entre vous connaissent mon histoire. Elena a poursuivi, il y a 2 ans, je faisais face à une prison fédérale pour des crimes que je n'ai pas commis, encadré par des gens qui prétendaient m'aimer, mais qui étaient prêts à détruire ma vie pour leur propre gain. Le public a écouté l'attention enveloppée qu'Elena a raconté sa même précision sans s'attaquer. Quoi qu'il en soit, et la protection des personnes innocentes nécessite parfois des coupables. Détenus qui n'appréciaient pas les juges qui ont encadré des accusés innocents. Brian n'a ressenti aucune satisfaction à la mort de Harvey, seulement un sentiment de justice terminée. Comment Elena a-t-elle pris les nouvelles? Elle a dit que la mort de Harvey était triste mais prévisible. La prison n'est pas gentille pour corrompre des fonctionnaires qui ont détruit la vie des enfants et Claudia demande toujours des réunions avec vous deux. Son avocat prétend avoir trouvé la religion et veut faire amende honorable. L'expression de Brian est restée implacable. Claudia peut trouver la religion qu'elle choisit. Cela ne change pas ce qu'elle a fait à Elena. Elena s'est approchée d'eux après avoir échappé temporairement à la foule d'admirateurs. Papa, Yann vous a-t-il parlé de grand-père Harvey? Oui. Que pensez-vous de cela? Elena a considéré la question avec sa réflexion caractéristique. Je me sens triste pour l'homme qu'il aurait pu être s'il avait choisi l'intégrité de la corruption, mais je ne me sens pas coupable de sa mort. Il a choisi de cadrer des innocents, y compris sa propre petite-fille. Les conséquences ont été sa responsabilité, pas la nôtre. Brian admirait la clarté morale de sa fille.
Elena avait appris à distinguer la compassion de la culpabilité, comprenant que s'apitoyer sur le sort d'autrui ne signifiait pas nécessairement accepter la responsabilité de ses choix. Le FBI veut que je prenne la parole lors d'une conférence sur la corruption judiciaire le mois prochain, poursuivit Elena. Ils utilisent notre affaire comme modèle pour détecter et poursuivre les fonctionnaires corrompus. Êtes-vous à l'aise avec une telle attention publique, papa? Si notre histoire contribue à protéger d'autres familles de ce que nous avons vécu, alors cette attention en vaut la peine. Yann sourit en voyant l'engagement d'Elena pour la justice. Vous savez, des rumeurs circulent selon lesquelles Elena se présenterait un jour aux élections. Le sénateur Randall sonne bien. Elena rit. Je me concentre sur l'ingénierie pour l'instant. Même si j'avoue que comprendre le fonctionnement du pouvoir et à qui faire confiance est devenu important pour moi. Ce sont des compétences utiles pour un ingénieur ou un politicien, observa Brian. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le campus, Elena passa entre son père et Yann, discutant de ses projets d'études supérieures et de la poursuite de son travail de plaidoyer. Elle avait choisi de rester au MIT pour un doctorat tout en collaborant avec les enquêteurs fédéraux pour identifier d'autres réseaux de corruption. Elena, Yann a dit attentivement, il y a quelque chose dont je voulais discuter avec vous deux. Qu'est-ce que c'est? Votre mère a écrit des lettres à Elena. Son avocat veut les transmettre. L'expression d'Elena se durcit légèrement. Quel genre de lettres? Excuses, explications, demande de pardon. Claudia prétend qu'elle veut reconstruire votre relation. Brian a regardé sa fille traiter ces informations. La relation d'Elena avec sa mère est restée l'aspect le plus complexe de la reconstruction de leur famille. Papa, que pensez-vous que je devrais faire? Je pense que vous devriez prendre n'importe quelle décision qui vous convient sans considérer les attentes ou les préférences de quelqu'un d'autre. Elena a apprécié le refus de son père d'influencer son choix. Je pense que j'ai besoin de comprendre ce que maman a à dire. Non pas parce que je suis prêt à lui pardonner, mais parce que j'ai besoin de fermeture. Compris. Mais Elena, rappelez-vous que les gens confondent souvent les explications avec des excuses. Votre mère peut avoir des raisons pour sa trahison, mais les raisons n'éliminent pas les conséquences. Je comprends la différence. Ils sont rentrés chez eux dans un silence confortable, chacun réfléchissant au voyage qui les avait amenés à ce point. Elena avait non seulement survécu à la tentative de son grand-père de détruire sa vie, mais elle avait transformé cette expérience en une plateforme pour protéger d'autres victimes innocentes. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Elena a soulevé un sujet qui avait pesé dans son esprit. Papa, tu pensais jamais à sortir ensemble? Construire une nouvelle relation avec quelqu'un qui ne te trahirait pas. Brian a considéré la question lors de la coupe des légumes. Honnêtement, Elena, je ne fais plus confiance à mon jugement sur le caractère des gens. J'étais marié à votre mère pendant 18 ans et je n'ai jamais soupçonné qu'elle était capable de vous aider. Mais cela ne signifie pas que tout le monde est capable de ce genre de trahison. Non, mais cela signifie que je ne suis pas capable de reconnaître la différence. Je préfère me concentrer sur le fait d'être votre père et d'aider d'autres familles à éviter ce que nous avons vécu. Elena hocha la tête pensivement. Parfois, je crains que la trahison de Harvey et maman ne vous ait rendu trop dur, trop peu disposé à faire confiance à quiconque. Elena, être dur vous a tenu hors de la prison fédérale. Être peu disposé à faire confiance a empêché d'autres trahisons. Ce ne sont pas des défauts de caractère, leurs adaptations de survie. Mais qu'en est-il du bonheur? Qu'en est-il de la compagnie et de l'amour? Brian sourit à l'inquiétude de sa fille pour son bien-être émotionnel. Elena, te regarder devenir une jeune femme remarquable m'apporte plus de bonheur que n'importe quelle relation romantique. Et savoir que vous me faites entièrement confiance vaut plus que l'affection de n'importe quel compagnon. Vous évitez la question. J'y réponds honnêtement. Ma capacité de confiance a été endommagée par la trahison de votre mère, et je ne suis pas intéressé à risquer de nouveaux dommages pour les avantages théoriques. Elena a accepté la position de son père, bien qu'elle espérait que le temps pourrait adoucir sa position sur les relations. Plus tard dans la soirée, le téléphone sécurisé de Brian a sonné avec un appel d'un procureur fédéral avec lequel il avait travaillé pendant le cas de Harvey. Monsieur Randall, nous avons découvert un autre réseau de responsables corrompus utilisant des tactiques similaires à ceux que Harvey a employés. Seriez-vous prêts, toi et Elena, à nous consulter sur l'enquête? Brian regarda Elena, qui avait écouté sa version de la conversation. Elle hocha la tête avec détermination. Eh bien, confirma Brian. Aucune autre famille ne devrait vivre ce que nous avons vécu.
Après avoir raccroché, Elena sourit à son père avec une affection sincère. Papa, nous devenons des professionnels de la lutte contre la corruption. Il y a pire. C'est vrai, et nous sommes très doués pour ça. Brian réfléchit à l'ironie de leur situation. La tentative d'Harvey de détruire Elena avait au contraire donné naissance à deux formidables défenseurs de la justice qui contribuaient désormais à démanteler les réseaux de corruption au sein du système fédéral. Elena, regrettes-tu parfois la tournure des événements? La façon dont notre famille a été détruite et reconstruite. Elena réfléchit attentivement à la question. Papa, je regrette qu'Harvey et maman aient été le genre de personnes capables de trahir leur propre famille, mais je ne regrette pas d'avoir découvert qui ils étaient vraiment, et je ne regrette pas d'avoir riposté lorsqu'ils nous ont attaqués. Même si cela nous a coûté des relations avec eux, ces relations étaient fondées sur le mensonge et la manipulation. Les détruire a révélé la vérité, ce qui est toujours mieux qu'une tromperie confortable. Brian admirait la sagesse de sa fille. À 19 ans, Elena possédait plus d'intelligence émotionnelle et de clarté morale que de nombreux adultes réalisés dans une vie. Alors qu'il se préparait pour le lit, Elena s'est arrêtée à la porte du bureau de son père. Papa, merci de m'avoir protégé quand tout le monde a échoué. Elena, te protéger a été la décision la plus simple que j'ai jamais prise. Je sais, et c'est pourquoi je ne douterai plus de votre amour ou de votre jugement. Brian a regardé sa fille se diriger vers l'étage, ressentant un profond sentiment d'achèvement. Ils avaient survécu à la trahison, se sont battus pour la justice et sont devenus plus forts qu'ils ne l'avaient jamais été. Harvey était mort. Landry purgeait la vie en prison fédérale. Claudia a été définitivement exilée de leur vie. Et Elena était en plein essor à la fois en tant qu'ingénieur et défenseur des victimes de corruption. La guerre était terminée. La justice avait prévalu. Et Brian Randall avait tenu sa promesse de ramener sa fille à la maison en toute sécurité. Dans son bureau ce soir-là, Brian a écrit une lettre à Sally et à Elena le jour de son mariage, chaque fois que cela pourrait se produire. Elena, au moment où vous lisez ceci, vous commencerez un nouveau chapitre dans ta vie, avec quelqu'un qui t'aime et te respecte. Souviens-toi que la confiance se gagne par la constance, et non par des paroles. Choisis un partenaire qui se battra pour toi comme je me suis battu pour toi, qui se sacrifiera pour toi comme je me suis sacrifié pour toi, et qui ne te demandera jamais de compromettre ton intégrité pour son propre bien. Tu as survécu à la pire trahison imaginable et tu en es ressorti plus fort. Tu mérites un amour qui honore cette force. Ton père, Brian. Brian scella la lettre et la rangea, confiant qu'Elena ferait le bon choix le moment venu. Elle en savait trop sur la trahison pour accepter autre chose qu'une loyauté absolue. Le lendemain matin, on apprit qu'un autre juge fédéral corrompu avait été arrêté sur la base de preuves qu'Elena avait contribué à découvrir. La justice se propageait à un fonctionnaire corrompu à la fois. Brian Randall n'avait jamais perdu une guerre. Dans cette guerre, la guerre pour l'avenir de sa fille et l'intégrité du système judiciaire serait sa plus grande victoire. Dans la nuit, tandis que Claudia dormait à ses côtés, Brian resta éveillé, analysant les interactions de la soirée, les menaces voilées d'Harvey, son étrange comportement, les conversations privées, les mises en garde de ses anciens collègues concernant les enquêtes de fond. Dans le renseignement, Brian avait appris que la plupart des trahisons commençaient par de petits compromis, des tromperies mineures qui se transformaient en trahisons majeures. La clé était de reconnaître le schéma avant qu'il ne devienne irréversible. Brian Randall avait survécu à 2 décennies dans le renseignement militaire grâce à sa méthode, sa patience et sa brutalité absolue lorsque cela était nécessaire. Il avait appris à anticiper plusieurs stratégies. En avant, pour anticiper les stratégies de l'ennemi avant qu'il ne les mette pleinement en place. Quels que soient les plans d'Harvey et Claudia, ils avaient commis une erreur cruciale, ils l'avaient sous-estimé. Chapitre 2. Ombre et murmure. 3 semaines après le dîner avec Harvey, les soupçons de Brian se sont cristallisés en certitude. Il surveillait discrètement sa propre famille, utilisant des techniques qui semblaient rouillées, mais qui restaient suffisamment pointues pour la tâche à accomplir. Les habitudes de Claudia avaient radicalement changé. Elle prétendait avoir rejoint un club de lecture qui se réunissait tous les mardis et jeudis soirs. Mais lorsque Brian la suivit discrètement, elle se rendit en voiture dans un hôtel haut de gamme du centre-ville. À travers les fenêtres du hall, il la vit croiser le même homme à plusieurs reprises. Rodney Landry, un éminent avocat de la défense connu pour ses affaires médiatisées et son train de vie dispendieux. Landry était tout ce que Brian n'était pas. Grand, théâtral, avec des cheveux aux mèches argentées et un charme naturel issu d'années passées à convaincre les jurys.
Il portait des costumes qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens et conduisait une Porsche à la hauteur de son ego surdimensionné. Brian a photographié leur rencontre à distance, notant le caractère intime de leurs interactions, se tenant la main à travers les tables du restaurant. Le langage corporel de Claudia, se penchant, touchant le bras de Landry, riant avec une animation qu'elle n'avait pas montrée chez elle depuis des mois. La liaison en elle-même n'était pas surprenante. Brian avait senti l'insatisfaction croissante de Claudia envers leur mariage. Son désir de quelque chose de plus prestigieux que ce qu'un prestataire du gouvernement pouvait offrir. Ce qui le déconcertait, c'était l'implication d'Harvey. S'appuyant sur des contacts de son époque dans le renseignement, Brian a commandé une enquête plus approfondie sur les antécédents de Landry. Le rapport a révélé des détails intéressants. Landry était spécialisé dans les affaires impliquant des prestataires fédéraux et des questions de sécurité gouvernementale. Il avait représenté plusieurs accusés dans des affaires touchant le secteur d'activité de Brian. Plus important encore, Landry entretenait une relation professionnelle avec le juge Harvey Ross. Ils avaient travaillé ensemble au sein du comité de nomination des juges et étaient membres d'un club exclusif réunissant des juges fédéraux et des avocats éminents. Brian commençait à entrevoir les contours d'une liaison plus vaste. Landry et Harvey n'étaient pas seulement liés par Claudia. Ils entretenaient des liens professionnels antérieurs à sa relation. Son implication avec l'avocate. Elena, quant à elle, restait inconsciente des tensions sous-jacentes qui détruisaient sa famille. Elle se concentrait sur ses études de terminale, ses candidatures à l'université et son travail à temps partiel dans un laboratoire de chimie local. Brian veillait à maintenir une relation normale, l'aidant à faire ses devoirs et assistant à ses concours. « Papa, tout va bien ?» demanda Elena un soir alors qu'ils travaillaient ensemble sur un problème de calcul. « Tu as l'air différente ces derniers temps ?» Brian leva les yeux du manuel et croisa le regard inquiet de sa fille. Elena avait hérité de son esprit analytique et était trop perspicace pour être complètement dupe. Juste le stress du travail, mentit-il avec aisance. Les contrats gouvernementaux peuvent être compliqués. Maman semble stressée aussi. Et grand-père Harvey appelle beaucoup plus souvent que d'habitude. L'observation d'Elena confirma les soupçons de Brian quant à une coordination accrue entre Claudia et son père. Leur projet s'accélérait. Ta mère a-t-elle parlé de leur conversation ? Elena haussa les épaules. Juste des trucs de famille, dit-elle. Mais parfois, j'entends mon nom mentionné, alors je suppose qu'ils discutent de mes projets d'études. Brian garda son expression neutre, mais intérieurement, une sonnette d'alarme retentit. Si Harvey et Claudio parlaient d'Elena en privé, sa fille pourrait bien n'être plus qu'une préoccupation secondaire dans le projet qu'ils élaboraient. Ce week-end-là, Brian profita d'un dîner de famille pour approfondir le sujet. Harvey arriva avec un cadeau inhabituel, une tablette coûteuse équipée d'un logiciel de recherche juridique pour la préparation universitaire d'Elena. Harvey annonça d'un ton solennel, « J'ai réfléchi à son avenir, et je pense qu'elle devrait envisager des études de droit plutôt que d'ingénierie. » Elena accepta poliment le cadeau, mais lança un regard interrogateur à Brian. Ils discutèrent longuement de ses projets, et elle n'avait jamais exprimé d'intérêt pour les études de droit. « C'est très attentionné, Harvey, » dit Brian prudemment. Pourtant, Elena est très engagée dans ses projets d'ingénieur. « Les projets évoluent, » répondit Harvey, son ton suggérant que la question était déjà tranchée. « J'ai parlé au comité d'admission de plusieurs facultés de droit prestigieuses. Avec ma recommandation et une bonne préparation, Elena pourrait choisir son établissement. » J'apprécie le geste, dit Elena avec diplomatie. Mais je veux vraiment étudier l'ingénierie. J'ai déjà soumis des candidatures au MIT et à Stanford. Le visage d'Harvey s'assombrit légèrement. Ces candidatures peuvent être retirées grâce à mes relations. De bien meilleures opportunités nous attendent. La conversation se poursuivit sur ce ton, Harvey insistant de plus en plus sur la carrière juridique d'Elena, tandis qu'elle maintenait poliment mais fermement ses préférences. Claudia soutenait la position de son père avec un enthousiasme qui semblait forcé. Brian observait la situation avec un malaise croissant. Harvey ne se contentait pas d'exprimer les souhaits de son grand-père. Il exerçait une pression, comme si la soumission d'Elena était essentielle à un plan plus vaste. Après le dîner, tandis que Claudia et Harvey se retrouvaient en tête-à-tête, Elena aborda Brian dans son bureau. « Papa, je ne veux pas faire de droit. Grand-père Harvey insiste beaucoup là-dessus, et maman se comporte bizarrement. Que se passe-t-il » Brian réfléchit à ce qu'il devait révéler. Elena était mature pour son âge et méritait l'honnêteté,
mais une révélation complète pourrait la mettre en danger si ses soupçons se révélaient fondés. Ton grand-père a des opinions bien arrêtées sur ce qui est le mieux pour toi, dit finalement Brian. Mais la décision t'appartient, pas à lui. J'ai l'impression que c'est plus que ça, comme s'il préparait quelque chose que je ne connais pas. L'intuition d'Elena se révélait aussi perçante que son intelligence. Brian prit une décision cruciale pour les semaines à venir. Elena, je veux que tu sois très prudente avec ton grand-père et même ta mère pendant un certain temps. Ne discute pas de tes projets d'études, de tes activités ou de tout sujet personnel avec eux. Peux-tu faire ça pour moi? Sa fille observa son visage avec la même intensité que Brian mettait à analyser les menaces. Tu penses qu'il se passe quelque chose de grave? Je pense que quelque chose de compliqué se passe. Et jusqu'à ce que je comprenne ce que c'est, je veux que tu sois protégé. Elena hocha la tête solennellement. D'accord, papa. J'ai confiance en toi. Cette confiance serait bientôt mise à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Brian passa la semaine suivante à mettre en place des mesures de sécurité renforcées autour d'Elena. Il modifia son téléphone pour qu'il envoie des mises à jour de localisation, organisa une surveillance discrète pendant ses trajets et se coordonna avec le laboratoire de chimie où elle travaillait pour surveiller ses activités. Ces précautions se révélèrent efficaces. Jeudi soir, alors que Claudia était censée être au club de lecture, Brian reçut une alerte indiquant que le téléphone d'Elena avait été éteint pendant ce qui aurait dû être son trajet habituel pour rentrer du travail. 20 minutes plus tard, Claudia appela, la voix affolée. « Brian, il s'est passé quelque chose de terrible. Elena a été arrêtée. » Chapitre 3. Le crime parfait. Le commissariat ressemblait à un labyrinthe bureaucratique conçu pour frustrer et intimider. Brian arriva et trouva Elena dans une salle d'interrogatoire, toujours vêtue de sa blouse blanche et l'air complètement désemparé. Par la fenêtre d'observation, il observa l'inspecteur Ron Norman interroger sa fille de 16 ans sur des accusations absurdes. Elle est accusée de fabrication de méthamphétamine, expliqua Claudia. Sa voix portait précisément le juste mélange de choc et d'inquiétude maternelle. Apparemment, ils avaient trouvé des preuves sur son lieu de travail. Brian observa attentivement les performances de sa femme. La détresse de Claudia semblait sincère, mais il avait appris à se méfier des apparences. Quel genre de preuves? Des résidus chimiques, des précurseurs, du matériel modifié pour la production de drogue. L'inspecteur affirma qu'Elena utilisait le laboratoire en dehors des heures de travail pour fabriquer de la méthamphétamine. L'accusation était à la fois sophistiquée et absurde. Elena travaillait à temps partiel dans un centre de recherche légitime, cataloguant les stocks de produits chimiques et elle participait aux procédures de base. Elle avait accès aux produits chimiques et au matériel. Mais l'idée qu'elle risque ses études supérieures pour la fabrication de médicaments était ridicule pour tous ceux qui la connaissaient. « Où est son avocat ?» demanda Brian. « Harvey s'en occupe », dit rapidement Claudia. « C'est notre meilleure option. » Brian se glaça. Représenter Elena par Harvey, c'était comme confier la garde d'un poulailler à un renard. Mais avant qu'il puisse protester, son beau-père apparut avec son autoritaire habituelle. « La situation est grave », annonça Harvey d'un ton grave, mais maîtrisé. « Les preuves semblent solides. Elena a été filmée par des caméras de sécurité accédant au laboratoire à des heures non autorisées. » « Elena ne ferait pas ça, » dit Brian d'un ton neutre. « Bien sûr que non. » Harvey accepta sans hésiter, « C'est pourquoi nous devons organiser une défense agressive. » Malheureusement, le procureur est ambitieux et considère cette affaire comme très médiatisée. La petite fille d'un juge surprise en train de fabriquer des médicaments fait les gros titres. Brian reconnut immédiatement la manipulation. Harvey se posait en sauveur d'Elena tout en suggérant subtilement que sa propre réputation aggravait la situation. Dangereux pour elle. Je veux voir les preuves. Chaque chose en son temps. Elena a besoin d'une libération sous caution. J'ai fixé une audience pour demain matin. Ne pouvons-nous pas la libérer ce soir? Harvey secoua la tête solennellement. Les accusations sont trop graves. Elle devra passer la nuit en centre de détention pour mineurs, mais je vous assure qu'elle sera en sécurité. Cette nuit-là, Brian ne dormit pas. Il passa des heures à analyser la situation sous tous les angles, appliquant sa formation de renseignement pour déconstruire ce qui était arrivé à sa fille. Le timing était suspect. L'arrestation d'Elena coïncidait avec une pression croissante concernant ses projets universitaires et l'insistance croissante d'Harvey à vouloir diriger son avenir.
Les accusations étaient suffisamment graves pour compromettre ses perspectives d'études, mais suffisamment précises pour suggérer une personne bien informée du fonctionnement du laboratoire. Le plus inquiétant était la disponibilité immédiate d'Harvey pour assurer la défense d'Helena. Qu'un juge fédéral représente personnellement sa petite-fille dans une affaire pénale était très inhabituel, voire inapproprié, mais cela donnait à Harvey un contrôle total sur la stratégie juridique d'Helena. L'audience de mise en liberté sous caution du lendemain matin semblait orchestrée. Harvey présentait Helena comme une adolescente désorientée qui avait fait une terrible erreur sous la pression de ses pairs. La procureure, une jeune femme nommée Teresa Henderson, a fait valoir que les preuves étaient accablantes et a demandé une caution conséquente compte tenu de la gravité des accusations. Votre honneur, Harvey s'est adressé au juge Ronnie Donovan. Ma petite-fille est une excellente élève, sans antécédents judiciaires. Elle ne présente aucun risque de fuite et bénéficie d'un solide soutien familial. Je garantis personnellement sa comparution à toutes les futures audiences. Le juge Donovan, visiblement mal à l'aise face à la situation inhabituelle d'un juge fédéral agissant en qualité d'avocat de la défense, a fixé la caution à $50 000. Brian a payé immédiatement, souhaitant qu'Helena rentre chez elle quel que soit le coût financier. Mais la libération d'Helena était soumise à des conditions strictes. Elle a reçu l'ordre de rendre son passeport, de rester dans le comté et de se soumettre à des tests de dépistage de drogues hebdomadaires. Plus important encore, il lui a été interdit d'avoir le moindre contact avec quiconque du laboratoire de chimie où elle travaillait. C'est insensé, a déclaré Helena sur le chemin du retour. Papa, je n'ai jamais fabriqué de drogue. Je ne sais même pas comment en fabriquer. Pourquoi penserait-il que j'ai fait ça? Brian croisa son regard dans le rétroviseur. On veut te faire passer pour coupable. La question est, pourquoi? Les jours suivants, Brian mena sa propre enquête sur le cas d'Helena. Grâce à ses contacts en sécurité, il accéda aux images de surveillance du laboratoire et découvrit quelque chose d'intéressant. Les caméras montraient Helena entrant dans le bâtiment à des heures non autorisées, mais les horodatages étaient erronés. Les images avaient été montées pour créer une fausse chronologie. Plus troublant encore, les preuves chimiques prétendument trouvées au poste de travail d'Helena comprenaient des substances qu'elle n'avait jamais manipulées dans le cadre de ses fonctions légitimes. Quelqu'un avait dissimulé des preuves et manipulé la vidéo pour faire accuser sa fille d'un crime qu'elle n'aurait pas pu commettre. L'enquête de Brian le mena à une découverte bouleversante. Rodney Landry avait représenté l'ancien propriétaire du laboratoire dans une affaire fédérale concernant l'élimination inappropriée de produits chimiques dangereux. Landry connaissait parfaitement le fonctionnement, les systèmes de sécurité et l'inventaire des produits chimiques de l'établissement. La situation se précisa. Landry n'avait pas seulement séduit Claudia. Il avait utilisé sa relation avec elle pour recueillir des renseignements sur les activités d'Helena. Et ses vulnérabilités. Harvey n'était pas devenu disponible pour représenter Helena par hasard. Il avait prévu de contrôler sa défense depuis le début. Mais pourquoi accuser Helena de fabrication de drogue? Quel intérêt y avait-il à détruire l'avenir d'une adolescente de 16 ans? La réponse est venue lors d'un autre dîner de famille. Celui-ci était particulièrement teinté malgré les tentatives de normalité d'Harvey. J'ai examiné le dossier d'Helena, annonça Harvey. Et je pense que nous devrions envisager une négociation de peine. Brian s'assit prudemment. Une négociation de peine pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Les preuves sont inquiétantes, Brian. Le procureur dispose d'images de surveillance, d'analyses chimiques et de déclarations de témoins. Un jury pourrait ne pas être compréhensif envers une adolescente privilégiée ayant accès à un laboratoire de chimie. Quel genre de négociation de peine? Demanda Claudia d'une voix soigneusement neutre. Possession avec intention de distribuer plutôt que de fabriquer. Réduite à un délit avec probation et travaux d'intérêt général. Helena éviterait la prison, mais devrait plaider coupable. Helena parut effondrée. Grand-père Harvey, je ne peux pas plaider coupable pour quelque chose que je ne le faisais pas. Cela resterait à jamais dans mon casier judiciaire. Les dossiers peuvent être scellés ou effacés, dit Harvey d'un ton dédaigneux. L'important, c'est d'éviter une longue peine de prison. Brian voyait le piège. Un plaidoyer de culpabilité compromettrait définitivement l'avenir d'Helena, la rendant dépendante des relations d'Harvey pour toute opportunité légitime. Plus important encore, cela empêcherait toute enquête approfondie sur la fabrication des preuves. Nous ne plaidons pas coupable, dit Brian fermement. L'expression d'Harvey se durcit. Brian, tu n'es pas avocat.
Tu ne comprends pas les complexités de la défense pénale. Je comprends quand ma fille est piégée. L'accusation flottait dans l'air comme un fil électrique. Claudia haleta bruyamment et le visage d'Harvey s'empourpra de colère. C'est une accusation grave, dit Harvey froidement. Insinuez-vous que je pourrais piéger ma propre petite fille? Je suggère que quelqu'un l'a fait. Et tant que je ne saurai pas qui et pourquoi, Elena ne plaidera coupable de rien. Harvey se leva brusquement. Peut-être as-tu besoin de temps pour réfléchir à ce qui est le mieux pour Elena. Les procès criminels peuvent être imprévisibles. Des preuves émergent parfois et changent tout. La menace était sans équivoque. Harvey avertissait Brian que s'opposer à la négociation de peine entraînerait des conséquences plus graves pour Elena. Ce soir-là, alors que Brian examinait les dossiers dans son bureau, Claudia s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « Brian, s'il te plaît, reconsidère la négociation de peine. Papa sait ce qu'il fait. Elena pourrait aller en prison si nous nous y opposons. » Brian observa le visage de sa femme, à la recherche d'un signe d'inquiétude sincère pour leur fille. Ce qu'il vit à la place était un calcul masqué par une anxiété maternelle. « Claudia, crois-tu qu'Elena fabriquait de la drogue ?» Elle hésita juste assez longtemps pour révéler la vérité. « Je ne sais plus quoi croire. Les preuves semblent si claires. Notre fille est victime d'un coup monté. La question est de savoir si tu vas m'aider à le prouver ou continuer à soutenir le plan de ton père. » Le masque de Claudia tomba légèrement. Quel complot? Papa essaie d'aider Elena en la forçant à plaider coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis. En contrôlant sa défense pour empêcher une véritable enquête. Tu es paranoïaque, Brian. Tout n'est pas complot. Mais la paranoïa de Brian l'avait maintenu en vie pendant 20 ans de travail dans les renseignements. Et chaque instinct qu'il possédait lui criait que sa famille était attaquée de l'intérieur. 3 jours avant l'ouverture du procès d'Elena, Harvey lança son ultimatum lors de ce qu'il prétendait être une ultime réunion de famille. J'ai parlé au procureur, Harvey a annoncé que l'offre de plaidoyer expire demain. Après cela, Elena devra répondre de l'intégralité des accusations sans possibilité de réduction de peine. Et si elle est reconnue coupable, demanda Brian. L'expression d'Harvey resta grave, mais Brian perçut une lueur de satisfaction dans ses yeux. Compte tenu du caractère fédéral des accusations et de l'âge d'Elena, elle pourrait être jugée comme une adulte. 10 à 15 ans de prison fédérale. Elena pâlit. 15 ans. C'est possible. Harvey confirma, d'où l'importance de la négociation de peine. Probation ou prison. Elena. Le choix semblait évident. Brian comprit qu'Harvey ne menaçait pas seulement sa fille. Il y prenait plaisir. Le juge savourait le pouvoir qu'il exerçait sur l'avenir d'Elena, la peur qu'il inspirait à une jeune fille de 16 ans. Nous avons besoin de temps pour en discuter en famille, dit Brian. Le temps est un luxe qu'Elena ne peut pas se permettre, répondit Harvey. La décision doit être prise demain. Après le départ d'Harvey, Brian trouva Elena dans sa chambre, les yeux rivés sur des brochures universitaires qu'elle n'aurait probablement jamais l'occasion d'utiliser. Papa, je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas plaider coupable. Que dois-je faire? Brian s'assit à côté de sa fille, le poids de sa confiance à la fois humiliant et terrifiant. Elena, j'ai besoin que tu me fasses entièrement confiance. En es-tu capable? Elle hocha la tête sans hésiter. Demain, quand Harvey te demandera d'accepter la négociation de peine, je veux que tu refuses. Quoi qu'on dise, quelle que soit ta peur, refuse ta demande. Mais si j'allais en prison? Brian la regarda dans les yeux avec une conviction absolue. Tu n'iras pas en prison. Je te le promets. Elena examina son visage avec la même intensité qu'elle mettait à ses expériences de chimie. Ce qu'elle y vit sembla la rassurer. Ok, papa. J'ai confiance en toi. Brian espérait que cette confiance ne serait pas mal placée, car demain, il déclencherait une guerre qui sauverait sa fille ou les détruirait tous. Chapitre 4. L'orage qui se prépare. Le matin de la date limite de la demande d'Elena. Brian se réveilla avant l'aube avec la lucidité que procurent des décisions irrévocables. La journée déterminerait si sa famille en sortirait intacte ou si les ennemis intérieurs achèveraient de détruire tout ce qu'il avait construit. Elena était assise à la table du petit déjeuner, picorant ses céréales avec une énergie nerveuse. Elle avait à peine dormi, mais sa détermination restait ferme. Claudia voletait dans la cuisine avec une joie artificielle, se préparant à ce qu'elle attendait clairement comme la capitulation d'Elena.
Souviens-toi, ma chérie, dit Claudia en ajustant inutilement le col d'Elena. Grand-père Harvey a raison. Cette négociation de peine te permettra de reprendre le cours de ta vie. Elena jeta un coup d'œil à Brian, qui secoua imperceptiblement la tête. Je ne suis pas encore prête à prendre cette décision. Le sourire de Claudia s'estompa légèrement. Elena, nous en avons discuté. La date limite est aujourd'hui. Je sais quelle est la date limite, maman. Le trajet jusqu'au bureau d'Harvey était tendu. Brian en profita pour revoir ses plans d'urgence, s'assurant de n'avoir négligé aucune variable. Dans le renseignement, la réussite d'une opération exigeait des stratégies de secours pour chaque scénario possible. Le cabinet d'Harvey occupait le dernier étage d'un prestigieux immeuble du centre-ville. Ses murs lambrissés d'acajou étaient tapissés de photos du juge posant avec des politiciens et des célébrités. L'ego de l'homme était à l'honneur, mais Brian était plus intéressé par les dispositifs de sécurité qu'il avait remarqués lors de ses précédentes visites. Elena Harvey commença sans préambule. J'ai besoin de votre décision concernant la négociation de peine. Le procureur attend mon appel. Elena se redressa sur sa chaise, retrouvant le sang-froid que Brian lui avait inculqué. Je ne peux pas plaider coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait. Le visage de grand-père Harvey s'assombrit d'une colère sincère. Elena, tu es stupide. Les preuves contre toi sont accablantes. Quelles preuves? Intervint Brian. J'aimerais consulter le dossier de l'accusation. Les preuves parlent d'elles-mêmes, répondit froidement Harvey. Vidéo de vidéosurveillance, analyse chimique, témoignage. Elena a été prise en flagrant délit de fabrication de méthamphétamine. Alors, allons au procès et laissons un jury décider. Harvey se leva brusquement, son sang-froid judiciaire se brisant. Brian, tu joues avec l'avenir de ta fille. Si Elena est reconnue coupable, elle sera condamnée comme un adulte. Une prison fédérale, pas un centre pour mineurs. Tu sembles très confiant quant à la condamnation, observa Brian. Je comprends le droit pénal mieux que toi. Et tu comprends autre chose, n'est-ce pas, Harvey? Tu comprends parfaitement comment Elena a été piégée, car tu as contribué à la planifier. L'accusation explosa dans le bureau silencieux comme une grenade. Claudia halta. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent et le visage d'Harvey changea plusieurs fois de couleur avant de virer au rouge menaçant. Comment oses-tu, gronda Harvey. J'essaie de sauver Elena de sa propre stupidité. Non, dit calmement Brian. Tu essaies de contrôler son avenir en détruisant son présent. La question est, pourquoi? La formation juridique d'Harvey reprit de l'ampleur, et son expression devint froidement professionnelle. Brian, tu es visiblement très stressé. Tu devrais peut-être consulter un thérapeute pendant qu'Elena et moi gérons sa situation juridique. Je ne vais nulle part. Et Elena ne plaide pas coupable. Harvey s'est tourné vers sa petite fille avec toute la force de son autorité judiciaire. Elena, ton père commet une erreur qui te coûtera ta liberté. Je t'offre une chance de sauver ta vie. Prends-la. Elena regarda tour à tour son grand-père et son père. Coincé entre deux hommes qui prétendaient avoir ses intérêts à cœur. Brian pouvait lire la peur dans ses yeux. Le poids d'une décision qu'aucune adolescente de 16 ans ne devrait avoir à prendre. J'ai confiance en mon père, dit doucement Elena. Le masque d'Harvey tomba enfin complètement. Alors vous êtes tous les deux idiots. Penses-tu que les sentiments de Brian comptent plus que la réalité de la prison fédérale? Penses-tu que son amour te protégera de ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver, Harvey? Demanda Brian. Qu'est-ce qui va arriver exactement dont tu es au courant à l'avance? Harvey comprit immédiatement son erreur, mais il était trop tard. Il avait révélé des informations sur des événements futurs qu'une défense pourrait ignorer. Un avocat ne devrait pas posséder. Le procès, dit rapidement Harvey, le procès approche et il va détruire Elena. Mais Brian avait compris le dérapage et, plus important encore, Elena aussi. Sa fille était assez intelligente pour reconnaître quand quelqu'un en disait plus que prévu. Grand-père, dit lentement Elena, comment sais-tu ce qui va se passer à mon procès? Harvey reprit son calme avec effort. L'expérience, ma chère. 40 ans dans le système judiciaire t'apprennent à reconnaître certains schémas. Brian se leva. Décision prise. On s'en va. Elena, prends tes affaires. Brian, ne fais pas ça. Supplia Claudia. Papa essaie d'aider.
Ton père essaie de manipuler Elena pour qu'elle accepte une condamnation pour un crime qu'elle n'a pas commis. La question est de savoir pourquoi tu l'aides. Le visage de Claudia pâlit. Je n'aide personne à faire quoi que ce soit. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Elena. Alors soutiens l'innocence de ta fille plutôt que le plan de ton père. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Harvey lança sa dernière menace avec la froide précision d'un homme habitué au pouvoir. Brian, si Elena n'accepte pas la négociation de peine aujourd'hui, je peux vous garantir que l'accusation recourra à la peine maximale. Prison fédérale, peine pour adultes, sans possibilité d'appel. Votre orgueil obstiné coûtera la vie à Elena. Brian s'arrêta à la porte, dos à Harvey. Cela ressemble à plus qu'un simple conseil juridique, Harvey. Cela ressemble à une information confidentielle. Cela ressemble à la réalité. Brian se tourna pour faire face à son beau-père. Harvey, tu as commis une erreur cruciale dans tout ça. Quelle erreur? Tu as supposé que je te laisserais détruire ma fille sans conséquence. L'expression d'Harvey passa de la colère à une expression proche de la prudence. Pour la première fois dans leur relation, il semblait reconnaître que Brian était peut-être plus dangereux qu'il ne l'avait calculé. Menaces-tu un juge fédéral? Je fais une promesse au grand-père d'Elena. Touche à ma fille et je t'achève. La menace flottait dans l'air tandis que Brian et Elena quittaient le bureau. Dans l'ascenseur, Elena prit enfin la parole. Papa, grand-père Harvey semble savoir des choses sur mon affaire qu'il ne devrait pas savoir. Il est impliqué depuis le début. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Sa façon de parler des preuves, du procès, de ce qui va se passer. Ce n'est pas comme s'il prédisait l'avenir par expérience. C'est comme s'il le savait déjà, puisqu'il a contribué à le planifier. La fierté de Brian pour l'esprit d'analyse de sa fille était tempérée par la situation dangereuse à laquelle ils étaient confrontés. Elena était arrivée aux mêmes conclusions que lui, ce qui signifiait qu'elle comprenait l'ampleur de la trahison à laquelle ils étaient confrontés. Elena, ce que je vais te dire va être difficile à entendre. Elle se prépara. Je suis prête. Ta mère a une liaison avec Rodney Landry, l'avocat de la défense. Ton grand-père s'est concerté avec eux deux pour te faire accuser de fabrication de drogue. Le but est de te forcer à dépendre entièrement des relations d'Harvey pour toutes tes opportunités futures. Elena assimila cette information avec la même approche méthodique qu'elle avait pour les problèmes de chimie. Alors, ils n'essaient pas de m'aider, ils essaient de me contrôler. Exactement. Mais pourquoi? Que gagne-t-il à ruiner ma vie? Brian se posait la même question. La réponse évidente était le contrôle. Mais il devait y avoir quelque chose de plus profond derrière un plan aussi élaboré. Je crois que Brian a dit prudemment que ton grand-père te voyait comme une menace. Quelque chose dans ton potentiel, ton indépendance, ta relation avec moi le pousse à vouloir te neutraliser. Elena réfléchit. Ou peut-être que ce n'est pas moi du tout. Peut-être que je ne suis qu'un moyen de t'atteindre. Sa perspicacité était surprenante. Brian était tellement concentré sur la protection d'Elena qu'il avait manqué la possibilité qu'elle soit utilisée comme une arme contre lui. Que veux-tu dire? Réfléchis papa. Grand-père Harvey ne t'a jamais aimé. Maman agit bizarrement depuis des mois. Soudain, je suis confronté à des accusations fédérales qui pourraient détruire mon avenir et rendre notre famille complètement dépendante de l'aide de grand-père. Peut-être que la vraie cible n'est pas moi. Peut-être que la vraie cible, c'est moi. Elena hocha la tête. Et peut-être que tout ce qui va se passer est destiné à te briser. Brian réalisa que sa fille avait cerné la véritable ampleur du complot. Le coup monté par Elena ne visait pas seulement à contrôler son avenir. Il s'agissait de détruire la capacité de Brian à protéger sa famille et à résister à la domination d'Harvey. Elena, si tu as raison, alors la suite va être pire que ce que nous imaginions. À quel point? Brian pensa à l'assurance d'Harvey, à la distance croissante de Claudia et à la sophistication des preuves fabriquées contre Elena. Ce n'était pas une simple dispute familiale. C'était une attaque coordonnée visant à une victoire totale. Bien pire. Mais Elena, je veux que tu te souviennes d'une chose importante. Quoi? Je n'ai jamais perdu une guerre. Et je ne commence pas par celle-ci. Chapitre 5. L'art de la guerre. Le bureau de Brian s'était transformé en salle de guerre. Cartes, photos, dossiers financiers et matériel de surveillance recouvraient chaque surface.
Depuis une semaine, depuis qu'il avait refusé la négociation de peine avec Harvey, Brian menait l'opération de renseignement la plus importante de sa carrière. Elena le trouva là à minuit, entouré des outils de son ancien métier. Elle n'arrivait pas à dormir. L'angoisse de son procès imminent la tenait éveillée malgré sa foi dans les promesses de son père. « Papa, que fais-tu » Brian leva les yeux de l'écran d'ordinateur affichant des transactions financières. Apprenant qui je combattais vraiment, Elena étudia les documents épars, reconnaissant des noms et des visages lors de réunions de famille. « On dirait que tu enquêtes sur notre propre famille. »« C'est moi. »« Assieds-toi, Elena. Il y a des choses que tu dois savoir. » Au cours de l'heure qui suivit, Brian exposa les renseignements qu'il avait recueillis. Grâce à ses contacts de l'armée, il avait mené des enquêtes approfondies sur toutes les personnes impliquées dans l'affaire d'Elena. Rodney Landry. Brian commença à pointer du doigt une photo de l'avocat. Il n'a pas seulement une liaison avec ta mère. Il séduit systématiquement les épouses de sous-traitants du gouvernement depuis 5 ans. Elena fronça les sourcils. Pourquoi? Espionnage industriel. Landry représente des entreprises étrangères qui tentent d'obtenir des avantages dans les contrats fédéraux. Il utilise judicieusement ses relations avec les entrepreneurs pour recueillir des renseignements sur les projets à venir, les protocoles de sécurité et les stratégies d'appel d'offres. La révélation a frappé Elena comme un coup dur. Donc, maman n'est pas spéciale pour lui. Elle est juste une cible parmi d'autres. Exactement. Et Harvey n'est pas seulement un juge corrompu. Il vend des informations sur des affaires à des parties intéressées depuis des années. Stratégie de procès, détail des preuves, négociation de plaidoyer, tout cela disponible au juste prix. Brian a montré à Elena des relevés financiers indiquant des paiements suspects sur des comptes offshore liés au nom d'Harvey. Les montants étaient suffisamment importants pour suggérer une corruption systématique plutôt que des manquements éthiques occasionnels. « Mais pourquoi me piéger » demanda Elena. « En quoi détruire ma vie a-t-il aidé leur plan ?» Brian a sorti un autre ensemble de documents. Parce que j'étais sur le point de les révéler. Mon habilitation de sécurité me donne accès aux bases de données des marchés publics fédéraux. J'avais remarqué des tendances dans les attributions d'appels d'offres suggérant des fuites d'informations. Si j'avais continué à enquêter, j'aurais découvert le réseau de Landry et l'implication d'Harvey. Donc, il devait vous neutraliser. Il devait détruire ma crédibilité et ma famille simultanément. Si tu es reconnu coupable d'infractions fédérales liées aux stupéfiants, je perds immédiatement mon habilitation de sécurité. Claudia divorce et prend la moitié de nos biens. Harvey obtient la garde de ta mère et je me retrouve sans rien. Elena a compris l'ampleur du complot contre eux. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de pouvoir et de vengeance. Harvey m'en a toujours voulu d'avoir épousé Claudia. À ses yeux, elle méritait mieux qu'un sous-traitant du gouvernement. Ce stratagème lui permet de me détruire tout en se positionnant comme le sauveur de la famille. Elena se tenait debout et arpentait la pièce, assimilant les informations avec l'approche méthodique que Brian lui avait enseignée. « Papa, si tu sais tout ça, pourquoi n'as-tu pas dénoncé les autorités ?» Parce que Harvey et les autorités. Il a des relations dans toute la justice fédérale et les preuves que j'ai rassemblées ne sont pas recevables légalement en raison de la façon dont je les ai obtenues. Nous menons donc une guerre où l'ennemi contrôle le champ de bataille et les règles. Brian sourit sombrement à l'analyse tactique de sa fille. Exactement. Ce qui signifie que nous devons changer complètement la donne. Comment? Brian sortit un dernier dossier. Celui-ci contenait des photos de surveillance détaillées et des spécifications techniques en leur donnant exactement ce qu'ils pensaient vouloir. Au cours des 2 heures suivantes, Brian a exposé sa stratégie. Complexe, risquée, elle impliquait qu'Elena joue un rôle qui mettrait son courage et son intelligence à rude épreuve. Tu veux que je paraisse craquer et accepter la négociation de peine? Je veux que tu paraisses comprendre que ton père ne peut pas te protéger du pouvoir d'Harvey. Demain, tu appelleras ton grand-père et lui diras que tu as changé d'avis. Elena semblait sceptique. Cela ne leur donnera-t-il pas simplement ce qu'ils voulaient depuis le début? Non, car la négociation de peine n'est pas leur véritable objectif. Ils veulent une domination psychologique totale sur nous deux. Harvey veut que j'assiste impuissante à la destruction de la vie de ma fille par des forces que je ne peux contrôler. Donc, si je cède, ils voudront aller plus loin. Exactement. Harvey va escalader les tensions, exigeant davantage de concessions, davantage de contrôle, davantage d'humiliation. Et ce faisant,
il révélera toute l'étendue de son réseau et de ses méthodes. Elena comprenait la stratégie, mais s'inquiétait de l'exécution. Papa, et si quelque chose tournait mal? Et si je finissais vraiment en prison? Brian la regarda dans les yeux avec une conviction absolue. Elena, j'ai passé 20 ans dans le renseignement. J'ai opéré dans des territoires hostiles où les erreurs étaient fatales. Ce n'est qu'une mission comme les autres et je n'ai jamais échoué à ramener mes hommes à la maison. Mais ce n'est pas n'importe quelle mission. Il s'agit de la vie de ta fille. C'est précisément pour ça que je n'échouerai pas. Le lendemain matin, Elena appela Harvey avec une performance digne d'un Oscar. Brian écouta sur un micro-casque sa fille capituler en larmes. Grand-père Harvey, je n'en peux plus. J'ai peur. Je veux accepter la négociation de peine. La voix d'Harvey exprimait un triomphe satisfait. Elena, tu fais le bon choix. Mais j'ai peur que la situation ne se soit compliquée. Elena jeta un coup d'œil à Brian, qui hocha la tête d'un air encourageant. Que veux-tu dire? Le procureur a découvert des preuves supplémentaires. Les termes de la négociation de peine ont changé. Comment? 6 mois de détention fédérale plutôt qu'une période de probation, et tu devras témoigner sur d'autres élèves potentiellement impliqués dans des affaires de drogue. Le choc d'Elena était sincère. D'autres élèves? Grand-père? Je ne sais rien des autres élèves. Je n'ai pas fabriqué de drogue. Bien sûr que non, ma chère. Mais la coopération avec les autorités est attendue. Je suis sûr que tu te souviens de comportements suspects parmi tes camarades. Brian serra les poings en écoutant Harvey faire pression sur sa petite fille pour qu'elle implique des adolescents innocents afin de soutenir un récit mensonger. Je dois y réfléchir, balbutia Elena. Le temps est compté. Elena. Le procureur veut une réponse pour demain. Après qu'Elena eut raccroché, Brian vit des larmes de colère dans ses yeux. Papa, il veut que je détruise la vie d'autres enfants pour sauver la mienne. Et cela nous apprend quelque chose d'important sur l'opération d'Harvey. Il ne se contente pas de te piéger. Il construit un réseau d'adolescents compromis qui peuvent être contrôlés par la peur. Elena s'essuya les yeux, se transformant de jeune fille effrayée en jeune femme déterminée. Quelle est la prochaine étape? Demain, tu vas accepter ces conditions, et ensuite nous allons réserver à Harvey et à ses partenaires la plus grande surprise de leur vie. Ce soir-là, tandis que Claudia préparait le dîner avec un souci du détail inhabituel, Brian observait le comportement de sa femme avec une compréhension nouvelle. Elle rapportait leur conversation à Harvey et Landry, fournissant des informations sur les réactions de Brian et l'état émotionnel d'Elena. Comment s'est passé l'appel d'Elena avec papa? Demanda Claudia avec un intérêt prudemment désinvolte. Elle a peur. Harvey l'épuise. Claudia hocha la tête avec ce qui semblait être une inquiétude maternelle, mais qui était en réalité une évaluation stratégique. C'est peut-être mieux ainsi. Papa sait comment gérer ces situations, non? Harvey semble avoir une idée précise de l'évolution de l'affaire Elena. Brian observait attentivement le visage de Claudia tandis qu'il semait le doute. Si elle rapportait ce commentaire à Harvey, cela confirmerait leur canal de communication et pourrait provoquer une erreur. Papa vient de vivre une expérience, répondit Claudia, mais sa voix était teintée d'incertitude. Cette nuit-là, Brian effectua les derniers préparatifs pour la phase suivante de son opération. Utilisant une communication cryptée avec Ian Campbell et d'autres anciens collègues, il coordonna les moyens de surveillance et le soutien technique. Elena le trouva en train de vérifier le matériel dans son bureau. « Papa, je n'arrête pas de penser à ce que grand-père Harvey a dit à propos des autres élèves. Combien d'enfants innocents pourraient être impliqués dans cette affaire? Probablement plus qu'on ne le pense. Harvey est juge fédéral depuis 15 ans. S'il a mené ce genre d'opération toute sa carrière, les dégâts pourraient être considérables. » Le visage d'Elena se durcit. « Alors nous ne nous battons pas seulement pour ma liberté. Nous nous battons pour l'empêcher de faire du mal à d'autres familles. » Brian sentit la fierté l'envahir en voyant sa fille se transformer de victime en guerrière. « Elena, demain va mettre à l'épreuve tout ce que tu as appris sur le courage et l'intelligence. Es-tu prête? » Je suis prête, papa. Détruisons-les. Chapitre 6. Le piège parfait. Le palais de justice fédéral bourdonnait d'activité matinale lorsque Brian et Elena arrivèrent pour ce que Harvey croyait être la capitulation totale de sa petite fille. Brian avait passé la nuit précédente à effectuer les derniers préparatifs, s'assurant que tous les appareils d'enregistrement,
de surveillance et de communication étaient opérationnels. Elena portait une robe classique qui la rajeunissait et la rendait plus vulnérable, une image calculée pour encourager l'excès de confiance d'Harvey. Elle s'était beaucoup entraînée à son rôle, apprenant à projeter la défaite tout en conservant sa force intérieure. Harvey attendait dans une salle de conférence adjacente au bureau du procureur, son attitude rayonnant de satisfaction. Claudia était assise à côté de lui, son anxiété désormais clairement visible malgré ses tentatives de soutien. Elena Harvey commença avec une chaleur faussement grand-père. « Je suis fier de toi d'avoir pris la bonne décision. 6 mois de détention fédérale, ce n'est pas agréable, mais c'est bien mieux que l'alternative. Grand-père, à propos de témoigner contre d'autres élèves. Je ne sais rien des activités liées à la drogue à l'école. » L'expression d'Harvey devint froidement instructive. Elena, la coopération avec les forces de l'ordre exige de la souplesse. Parfois, il faut se rappeler des détails qui semblaient initialement sans importance. Brian observait sa fille assimiler l'ordre du juge de fabriquer des preuves contre des adolescents innocents. Elena tenait bon. Elle semblait intimidée tandis qu'elle cataloguait intérieurement les demandes criminelles d'Harvey. « Je comprends, » dit Elena doucement. « Excellent. Il nous reste un point à aborder. » Harvey a produit un document juridique que Brian a reconnu comme une procuration financière. Les implications étaient stupéfiantes. Harvey se positionnait pour contrôler non seulement la situation juridique d'Elena, mais aussi son avenir financier. Ce document garantit la bonne gestion de vos frais juridiques et dépenses connexes pendant votre détention. Votre grand-père supervisera toutes les décisions financières concernant votre dossier. Elena examina le document avec une apparente confusion. Quelle décision financière ? Des recours si nécessaire ? Des témoins experts ? Un éventuel procès civil ? Ces questions requièrent un jugement avisé. Brian comprit qu'Harvey ne se contentait pas de détruire l'avenir criminel d'Elena. Il comptait s'arroger le contrôle légal de tous les biens qu'Elena pourrait hériter ou acquérir. La procuration financière donnerait à Harvey un pouvoir permanent sur la vie de sa petite-fille. « Elena, vous devez signer ce document avant que nous rencontrions le procureur », insista Harvey. Elena jeta un coup d'œil à Brian, qui lui fit un signe subtil. C'était le moment qu'ils attendaient. L'exigence d'Harvey de prendre le contrôle juridique complet révélait la véritable ampleur de son stratagème. « Grand-père, je ne comprends pas pourquoi je dois signer ça. Papa et maman ne peuvent-ils pas gérer mes problèmes financiers ?» Le masque d'Harvey tomba légèrement. « Tes parents ont fait preuve d'un manque de jugement dans cette affaire. Elena, tu as besoin de conseils avisés pour gérer ces questions juridiques complexes. Mais si je ne vais en détention que 6 mois, pourquoi as-tu besoin de contrôler mon argent ?» La frustration d'Harvey devint visible. « Elena, signe le document. Nous n'avons pas le temps de discuter longuement. » La pression confirma ce que Brian soupçonnait. Harvey avait besoin de la capitulation juridique totale d'Elena pour se protéger. Si Elena gardait un peu d'indépendance, elle pourrait éventuellement découvrir des preuves de l'implication d'Harvey dans un coup monté. Elena prit le stylo avec une apparente résignation, puis marqua une pause. « Grand-père, puis-je te demander quelque chose ? » « Quoi ? Comment savais-tu que je serais au labo à ces moments précis où les caméras de sécurité m'ont filmé ? » La question explosa comme un explosif de précision. Le visage d'Harvey changea de couleur lorsqu'il réalisa qu'Elena avait identifié une faille cruciale dans leur chronologie inventée. « Les images de sécurité montrent quand tu étais là, mais tu as mentionné ces dates précises avant que quiconque ne te les montre. Tu as parlé à maman et papa de mon accès non autorisé au laboratoire avant même que la police n'ait analysé les preuves. » Brian regarda Harvey lutter pour se remettre de l'observation dévastatrice d'Elena. Sa fille avait identifié des preuves de la connaissance préalable d'Harvey, qui ne pouvaient provenir que de son implication dans la planification de son coup monté. « Elena, tu es confuse au sujet de la chronologie. » Harvey dit chaque semaine. « Non, grand-père. Je me souviens exactement de ce que tu as dit et quand tu l'as dit. Tu connaissais des détails sur les preuves avant qu'elles ne soient soi-disant découvertes. » Claudia regarda tour à tour son père et sa fille, l'inquiétude grandissante. « Papa, de quoi Elena parle-t-elle » Le sang-froid judiciaire d'Harvey s'effondra complètement. « Elena, signe le document maintenant. Cette conversation est terminée. Je ne pense pas que je devrais signer quoi que ce soit tant que je n'aurai pas compris comment tu as eu connaissance d'informations que tu n'aurais pas dû connaître. » Harvey se leva brusquement, le visage rouge de colère et de peur. « Elena, tu signeras ce document,
acceptera la négociation de peine et témoignera sur les activités liées à la drogue des autres élèves. Ce n'est pas une négociation. Elena affronta la colère de son grand-père avec une détermination sereine. Non, grand-père, je ne signerai rien et je ne mentirai pas sur les autres élèves. Ensuite, tu iras en prison fédérale pour 15 ans, gronda Harvey, abandonnant toute prétention à se soucier de sa petite fille. Peut-être, mais au moins, j'y irai avec mon intégrité intacte. Brian n'avait jamais été aussi fier d'un autre être humain. Elena avait affronté un juge fédéral corrompu avec un courage qui aurait impressionné des agents de renseignement chevronnés. Harvey retourna sa fureur contre Brian. C'est de ta faute. Tu as empoisonné Elena contre sa propre famille. J'ai appris à Elena à reconnaître quand elle est manipulée par des gens qui prétendent l'aimer. Tu te crois intelligent, Brian. Tu penses pouvoir déjouer la justice fédérale. Je pense que tu as commis des erreurs qui vont te coûter cher. Les yeux d'Harvey se plissèrent dangereusement. Quelles erreurs? Brian sourit avec une satisfaction glaciale. L'erreur de sous-estimer son ennemi. L'erreur d'assumer sa position vous rend intouchable. Et l'erreur de menacer ma fille. Me menacez-vous encore? Non, Harvey. Je vous explique pourquoi vous avez déjà perdu. Comme sur Q, le téléphone de Brian vibra, accompagné d'un SMS d'Ian Campbell. Colis livré. Harvey remarqua que Brian consultait son téléphone et devint visiblement nerveux. Quel colis? Le colis contenant les preuves de votre complot. Criminel pour piéger Elena, vos années de corruption au sein de la magistrature fédérale et votre coordination avec le réseau d'espionnage industriel de Rodney Landre. Harvey pâlit. Vous bluffez. Demandez à Rodney. Il devrait recevoir un colis similaire en ce moment même. Claudia parla enfin, d'une voix faible et effrayée. Brian, que se passe-t-il? Justice, Claudia. Quelque chose que votre père n'a pas vu depuis des années. Harvey sortit son téléphone, les mains tremblantes, probablement pour contacter Landry. Quelle que soit la réponse qu'il reçut, son visage devint blême. Vous ne pouvez rien prouver, dit Harvey désespérément. Je peux tout prouver. Dossier financier, interception de communication, images de surveillance, témoignages d'autres victimes de vos agissements. 20 ans de travail dans le renseignement m'ont appris à être très minutieuse. Elena assista à l'effondrement de son grand-père avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Grand-père, pourquoi m'as-tu fait ça? Harvey regarda sa petite fille avec une émotion presque sincère, pour la première fois depuis des mois. Elena, tu dois comprendre que ton père s'approchait trop de choses qui pouvaient détruire des personnes importantes. Cela n'était pas censé te faire de mal, mais ça m'a fait mal. Tu étais prête à m'envoyer en prison pour te protéger. Harvey n'avait aucune réponse à cette accusation. Brian se leva. Décision prise. Elena, nous partons. Harvey, tu as 24 heures pour retirer toutes les charges retenues contre ma fille avant que les preuves de tes crimes ne soient rendues publiques. Je ne peux pas faire disparaître les accusations fédérales comme ça, protesta Harvey. Tu les as fait apparaître, dit doucement Elena. Tu peux les faire disparaître. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Harvey fit une dernière tentative désespérée pour faire pression. Brian, si tu me dénonces, tu détruiras Claudia aussi. Elle est innocente dans tout ça. Brian regarda sa femme, la voyant distinctement pour la première fois depuis des mois. Claudia rapporte nos conversations privées à toi et à Landry depuis des semaines. Elle n'est pas innocente. Elle est complice. Le visage de Claudia se décomposa lorsque sa trahison fut révélée. Brian, je pensais protéger Elena. Tu pensais te protéger toi-même. Il y a une différence. Brian et Elena quittèrent le tribunal la tête haute, sachant que demain apporterait soit une victoire totale, soit une guerre totale. Quoi qu'il en soit, ils l'affronteraient ensemble. Chapitre 7. L'enveloppe. L'audience en appel était prévue à 9 heures, un mardi matin frais qui allait changer à jamais le destin de la famille Randall. Brian arriva tôt, portant une unique enveloppe de manille contenant le fruit de semaines de préparation et de 20 ans d'expertise en renseignement. Elena était assise à côté de lui dans la galerie. Son sang-froid était remarquable pour une adolescente de 16 ans risquant une peine de prison fédérale pour adultes. Elle était devenue plus forte grâce à leur épreuve, passant d'une adolescente protégée à une jeune femme comprenant que parfois le courage était la seule réponse à la trahison. Harvey entra dans la salle d'audience avec sa présence habituelle,
mais Brian remarqua des signes de fatigue autour de ses yeux. Le juge avait passé la semaine précédente à tenter de se sortir du piège de Brian, mais chaque contact avec des alliés potentiels n'avait fait qu'accentuer son isolement. Claudia arriva séparément, s'asseyant en face de Brian et Elena. Elle évitait tout contact visuel avec sa famille, son visage portant le poids des choix qui avaient conduit à ce moment. Le collège de 3 juges d'appel entra à 9 heures précises. Le juge Anthony Fields présidait, entouré des juges Agnès Bishop et Teresa Henderson. Brian avait effectué des recherches approfondies sur chacun d'eux, confirmant leur réputation d'intégrité et de rigueur. Nous sommes ici pour examiner le cas d'Elena Randall. Le juge Fields annonça, « Je comprends qu'il y a du nouveau dans cette affaire. » Harvey se leva avec une assurance éprouvée. « Votre honneur, l'accusé souhaite retirer son appel et accepter la négociation de peine initiale. Les preuves contre elle restent accablantes. » Le juge Fields parut surpris. « Est-ce exact, mademoiselle Randall ?» Elena se leva avec une dignité qui captura l'attention du tribunal. « Non, votre honneur, je suis innocente de toutes les accusations et je crois pouvoir le prouver. » Le visage d'Harvey s'empourpra de colère. « Votre honneur, l'accusé est mineur et a été influencé par les conseils mal avisés de son père. La négociation de peine reste dans son intérêt. » « Votre honneur, interrompit Brian en se levant. J'ai des preuves qui changent fondamentalement cette affaire. » Le juge Fields examina Brian attentivement. « Vous n'êtes pas avocat, maître Randall. Quelles preuves pourriez-vous bien présenter à ce tribunal ?» Brian brandit l'enveloppe en papier Kraft. « Preuve d'une conspiration criminelle visant à piéger ma fille, à manipuler les procédures judiciaires fédérales et à entraver la justice. » Le silence se fit dans la salle d'audience. Le visage d'Harvey pâlit tandis que Claudia se couvrit la bouche sous le choc. « C'est une accusation grave, dit prudemment le juge Fields. Que prétendez-vous précisément ? » J'affirme que le juge Harvey Ross, en coordination avec l'avocat de la défense Rodney Landry, a fabriqué des preuves contre ma fille dans le cadre d'un vaste complot impliquant corruption judiciaire et espionnage industriel. Harvey se leva d'un bond. « Votre honneur, c'est scandaleux. Monsieur Randall porte des accusations désespérées pour éviter la condamnation de sa fille. » Le juge Fields leva la main pour exiger le silence. « Monsieur Randall, ces allégations sont extraordinaires. Avez-vous des preuves pour les étayer ?» Brian s'approcha du tribunal et tendit l'enveloppe au juge Fields. « Tout est documenté en détail, votre honneur. » Lorsque le juge Fields ouvrit l'enveloppe, Brian commença sa présentation avec une précision militaire. « Votre honneur, les preuves montrent que l'arrestation d'Elena a été orchestrée à l'aide de vidéos de sécurité falsifiées, de preuves chimiques dissimulées et de faux témoignages. Le moment choisi pour ce coup monté correspond directement à mon enquête sur des irrégularités dans les contrats fédéraux qui auraient révélé la corruption du juge Ross. » Le juge Fields examina les documents avec une inquiétude croissante. « Ce sont des allégations graves. Juge Bishop, juge Henderson, veuillez également examiner ces documents. » Alors que les 3 juges d'appel étudiaient le témoignage de Brian, Harvey a commis une erreur fatale. Il a tenté de s'adresser au tribunal pour contester la documentation. « Votre honneur, monsieur Randall a obtenu cette prétendue preuve grâce à une surveillance illégale. Elle devrait être irrecevable. » Le juge Fields leva brusquement les yeux. « Juge Ross. Comment savez-vous comment cette preuve a été obtenue ?» Harvey a immédiatement compris son erreur. « Je pensais que toute preuve recueillie par un simple citoyen serait douteuse, mais vous semblez savoir précisément qu'il s'agissait d'une surveillance. Comment le sauriez-vous si vous ne connaissiez pas les méthodes d'enquête de monsieur Randall ?» Elena observait son grand-père lutter pour se remettre de son erreur avec un mélange de tristesse et de satisfaction. L'expertise et la manipulation de Harvey lui faisaient défaut au moment où il en avait le plus besoin. Le juge Henderson prit la parole pour la première fois. Ces relevés financiers montrent des paiements effectués depuis des comptes offshore au profit du juge Ross sur une période de plusieurs années. Juge Ross, avez-vous une explication pour ces transactions ? Le visage de Harvey a changé de couleur à plusieurs reprises. Ces relevés pourraient être fabriqués. N'importe qui avec des compétences informatiques pourrait créer de faux documents financiers. En fait, intervint Brian, ces documents ont été obtenus directement des bases de données bancaires fédérales par des enquêteurs disposant des pouvoirs légaux requis. Ils sont authentifiés et recevables. Le juge Fields poursuivit sa lecture, le visage s'assombrissant. Monsieur Randall, ces documents suggèrent un système de corruption impliquant de multiples affaires et accusés.
Alléguez-vous que le juge Ross a systématiquement manipulé les procédures judiciaires fédérales? Oui, votre honneur, et j'ai les témoignages d'autres victimes qui ont été contraintes à de faux aveux pour protéger le réseau du juge Ross. Face à cette révélation, Harvey a abandonné toute prétention à la dignité judiciaire. Il s'agit d'un complot contre moi. Brian Randall est un entrepreneur mécontent qui fabrique des preuves pour détruire ma réputation. Le juge Fields examina Harvey avec l'analyse froide d'un juriste constatant la disgrâce d'un collègue. Juge Ross, votre réaction émotionnelle est notée. Cependant, les preuves présentées semblent substantielles et crédibles. Brian poursuivit sa présentation. Votre honneur, les preuves montrent également qu'Elena était spécifiquement ciblée car mon habilitation de sécurité me donnait accès à des informations susceptibles de révéler ce réseau de corruption. Détruire l'avenir d'Elena avait pour but de m'empêcher d'enquêter davantage. Elena prit enfin la parole, d'une voix claire et forte. Votre honneur, mon grand-père a menacé de m'envoyer en prison pour adulte pendant 15 ans si je ne plaidais pas coupable de crimes que je n'avais pas commis. Il a également exigé que je témoigne faussement contre d'autres étudiants pour étayer son dossier fabriqué de toutes pièces. La salle d'audience s'est effondrée. Harvey a crié des dénégations tandis que Claudia sanglotait ouvertement. La sécurité du tribunal est intervenue pour rétablir l'ordre tandis que les juges délibéraient à voix basse. Le juge Fields a appelé au silence. Compte tenu de la nature extraordinaire de ces allégations et des preuves substantielles présentées, ce tribunal suspend toutes les procédures contre Elena Randall dans l'attente d'une enquête fédérale complète sur ces affaires. Harvey a fait une dernière tentative désespérée. Votre honneur, vous ne pouvez pas simplement croire la parole d'un membre de la famille mécontent plutôt qu'un juge fédéral ayant 15 ans de service distingué. Le juge Henderson a répondu avec une précision glaciale. Juge Ross, nous ne croyons la parole de personne. Nous examinons des preuves documentées de comportement criminel. Le fait que vous ayez tenté de contraindre un mineur à faire un faux témoignage est particulièrement troublant. Brian sentit la main d'Elena lui serrer le bras tandis qu'ils observaient le monde d'Harvey s'effondrer en temps réel. La justice s'imposait enfin après des mois de manipulation et de menaces. De plus, le juge Fields poursuivit, nous transmettons cette affaire au FBI pour enquête immédiate. Juge Ross, vous êtes par la présente suspendu de toute fonction judiciaire pouvant influencer l'issue de cette enquête. Les jambes d'Harvey semblèrent lâcher et il s'effondra sur sa chaise. L'homme qui avait terrorisé sa petite fille en la menaçant d'emprisonnement fédéral risquait lui aussi la même situation. Claudia s'approcha de Brian et Elena alors que la salle d'audience se vidait. Brian, je suis désolé. Je pensais que papa protégeait Elena. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait vraiment. Brian scruta le visage de sa femme, cherchant un sincère remords dans cette performance calculée. Claudia, vous avez rapporté nos conversations privées à Harvey et Landry pendant des semaines. Vous les avez aidés à manipuler l'état émotionnel d'Elena et à anticiper mes réactions. J'avais peur. Papa a dit qu'Elena irait en prison si nous ne coopérions pas. Elena parlait tranquillement mais fermement. Maman, tu as choisi de croire que les mensonges de grand-père Harvey au lieu de faire confiance à la promesse de papa de me protéger. Ce choix a brisé notre famille. Les larmes de Claudia semblaient authentiques. Mais Brian avait appris à ne pas faire confiance aux affichages émotionnels de sa femme. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous décidez si vous voulez faire partie de l'avenir d'Elena ou d'une partie du passé de Harvey, a répondu Brian. Alors qu'il quittait le palais de justice, Elena a posé la question qui avait pesé sur les deux pensées. Papa, qu'en est-il de maman? Qu'est-ce qui lui arrive? Brian considérait attentivement sa réponse. Elena, ta mère a fait des choix qui ont aidé Harvey à détruire presque ta vie. Ces choix ont des conséquences. Pensez-vous qu'elle avait vraiment peur ou faisait-elle partie du plan depuis le début? Je pense que ta mère était faible alors qu'elle aurait dû être forte et égoïste alors qu'elle aurait dû être protectrice. Que cela fasse d'elle une victime ou un collaborateur est quelque chose avec lequel elle devra vivre. Elena hocha la tête pensivement. Je ne pense pas que je puisse lui pardonner facilement. Vous n'avez pas du tout à lui pardonner. Le pardon est gagné, non exigé. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, le téléphone de Brian bourdonnait d'un texte d'Ian Campbell. Landry a arrêté il y a 2 heures. Le réseau de Harvey s'effondre rapidement. Votre déménagement, checkmat. Brian a montré à Elena le message. C'est fini, ma chérie. Tu es libre. Elena a souri pour la première fois depuis des semaines. Nous sommes tous les deux libres, papa. Ils nous ont sous-estimés.
Ils vous ont sous-estimé. Brian a corrigé. Je savais qu'ils étaient dangereux. Mais vous regardez face à face avec courage et intelligence. Cela m'a même surpris. J'ai appris des meilleurs. Brian sentit la fierté à travers lui alors qu'il regardait sa fille marcher la tête haute, ininterrompue par les forces qui avaient essayé de la détruire. Elena était devenue d'eux.